Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, déjà, je voudrais vous remercier parce que vous êtes pas mal dans la pièce. Comme vous voyez, j'ai un petit peu remixé les couleurs du Devox aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous faire un retour d'expérience sur comment être bien onboardé en tant que développeuse junior reconvertie. On cumule un petit peu les mandats. Hop, donc ça c'était moi, c'est passé vite. Oh. Aujourd'hui, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir si parmi vous, il y a des personnes qui s'occupent du recrutement dans vos entreprises. Hey, j'espère que vous allez être avec moi après. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont issues de la reconversion professionnelle également, peut-être? Ouais. Oh ah, ils sont tous au fond, là. Ok, super, nickel. Bah, c'est pour vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des pistes de réflexion pour mettre en place des process en fait, dans vos entreprises, pour votre équipe, et faire en sorte que vous puissiez réellement les mettre en place concrètement. Il y a des petits objectifs ambitieux, c'est faire en sorte que les personnes en reconversion, donc toutes celles qui sont dans le fond, dominent un petit peu la tech, pour mettre un petit peu de nuance dans tout ça. Et les personnes qui s'occupent du recrutement, qui ont levé la main, que la semaine prochaine, si vous travaillez bien sûr, si vous êtes en congé, abandonnez l'idée. Mais en tout cas, quand vous reveniez au travail, vous changiez d'avis sur un CV d'une personne reconvertie. Avant tout ça, je vais me présenter vite fait, mais vraiment vite fait. Moi, je suis développeuse full red. Full red, ça veut comme full stack, mais full stack, ça veut rien dire, et le rouge, c'est quand même vachement mieux. Je pense que vous avez compris que j'ai un petit problème avec le rouge. J'ai un petit problème avec l'humour aussi. Je suis issue du coup de la reconversion professionnelle. Je suis pas née d'hier, quoi. J'ai un vécu pro, donc il y a des personnes avec qui j'ai parlé sur leur stand tout à l'heure, mais j'ai été dans la reconversion, je suis esthéticienne de métier. Je bossais en call center, j'ai bossé en foire. Bref, me voilà devant mon PC toute la journée. Et également, je suis membre du CHES. J'ai créé Women in Epitech à Epitech, du coup, vu que je suis en alternance là-bas. Et je suis badass motivateur à Motivaire également. Donc je suis un petit peu active sur plein de trucs. Avant qu'on aille dans le concret, j'aimerais qu'on parle quand même des personnes qui se reconvertissent, dont moi, dont toutes les personnes dans le fond, qui ont fait des sacrifices. Et donc on va voir un petit peu comment on est quand on se reconvertit. Déjà, pourquoi on se reconvertit? Alors il y a plein de choses, plein. Ça peut être parce qu'on a une opportunité de carrière dans l'entreprise dans laquelle on est. Ça peut être parce qu'on se réveille un matin, on fait une crise de le nombre qu'on veut, comme ça je vexe personne, et on plaque tout du jour au lendemain et on change de métier pour enfin faire un truc qui nous fait kiffer. Et puis après, ça peut être à cause d'une dépression donc qui s'appelle burn-out, quand c'est lié au travail. Donc ça, c'est mon cas. Et ensuite, quand on se reconvertit, il y a plein d'autres choses. Pendant qu'on est en formation, pendant qu'on travaille, il y a plein de situations qu'on peut vivre et qui peuvent être très difficiles. Est-ce que je suis légitime à me reconvertir? Moi qui suis esthéticienne de métier, est-ce que je suis légitime à me retrouver dans un milieu particulièrement masculin quand je vois pas beaucoup de femmes qui y sont actuellement? Est-ce que je suis légitime quand j'ai pas bossé pendant je sais pas combien de temps, que j'ai été en Pôle emploi, etc., et que je me retrouve du coup du jour au lendemain à travailler dans un truc où toutes les fiches de paye, il y a écrit cadre dessus, par exemple. Également, est-ce que je suis une personne avec une forte charge mentale quand je rentre à la maison? Est-ce que je dois rentrer chez moi après ma formation, m'occuper des gamins, faire la machine, faire le ménage, le manger, tout ça? Est-ce que mon entourage me soutient? Est-ce que j'ai des personnes qui sont à côté de moi et qui vont me soutenir quand je suis en difficulté? Parce qu'une reconversion, quoi qu'il arrive, on va forcément avoir des difficultés. Ça fait une petite courbe bien horrible comme ça. Et est-ce que, du coup, avec tout ça, est-ce que j'ai du temps personnel en plus de ma formation à allouer à ce que je fais? Est-ce que je peux me permettre de lire des personnes qui disent il faut travailler de 9h à 20h? Si vous avez la ref, c'était hier sur LinkedIn. Il faut travailler de 9h à 20h pour pouvoir monter en compétences correctement. Mec, j'ai pas le temps en fait. Tout ça, ça rentre en compte quand on se reconvertit. Il y a d'autres choses encore. Est-ce que ma santé mentale, elle est OK? Personnellement, je suis sortie d'une dépression. Est-ce que c'était OK que je reprenne des études intensives sans voir de psy? Spoiler alerte, non. Est-ce que j'ai un handicap qui va me rendre encore plus difficile cette formation?
Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait d'avoir des handicaps sur la surdité, ça peut être le fait d'avoir des handicaps qu'on peut dire sociaux, etc. Et est-ce que je suis assez autonome? Parce que là, c'est pareil, c'est une compétence qui s'apprend, l'autonomie. C'est pas on apprend à marcher, ouf, tout roule. Pas du tout. Ça s'acquiert. Et ensuite, alors moi, j'ai écrit en jeu, mais la vérité, c'est avec quel facteur de stress? Parce que, ok, je me reconvertis, c'est bien. Je travaille, c'est bien. J'apprends des trucs, c'est trop cool. Je gère comme je peux à la maison, ok. Mais à côté, est-ce que je suis en train de penser à l'argent que j'ai pas? Est-ce que je suis en train de penser au fait que j'ai pas de temps parce qu'il faut que je fasse ma formation, il faut que je me dépêche pour m'occuper des mobs, il faut que je me dépêche pour faire ça, et je monte pas suffisamment en compétences, je suis en galère en formation. Qu'est-ce qui se passe? Je panique. Le contexte familial, bah là, c'est comme la vie de tout le monde, vous savez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer quand vous faites une formation accélérée, vous êtes à fond, et il y a une grosse merde qui arrive. Ça arrive, malheureusement. Il y a aussi d'autres enjeux. Le fait d'avoir un crédit, par exemple, quand vous êtes déjà depuis longtemps dans la vie active, par rapport aux rentrées financières précédemment citées, est-ce que j'ai un stress? Est-ce que j'ai genre pile 3 mois pour trouver un emploi et pouvoir rentrer un petit peu dans le vert? Est-ce que j'ai un enjeu avec donc, ce qu'on appelle les POEC? L'autre, je n'essaierai même pas de le dire, c'est qu'à la fin, l'enjeu, c'est le contrat de travail. Donc si vous foirez sur votre formation parce que vous mettez peut-être plus de temps par rapport à tous les éléments qu'on a dit avant, donc une situation qui n'est pas forcément adéquate, est-ce que je vais stresser tous les jours de ne pas avoir mon contrat de travail à la fin de ma formation? Donc ça en rajoute, ça en rajoute, ça en rajoute. Maintenant qu'on a vu à quel point c'était stressant tout ça, là je vais vous parler de moi. Sachant que tout ce que j'ai évoqué ne me concerne pas personnellement, mais quand vous allez parler à quelqu'un qui s'est reconverti, et du coup, les personnes qui sont dans le fond vont être d'accord, c'est qu'il y a trop de choses auxquelles vous allez devoir penser quand vous allez tenter de recruter en tout cas une personne qui se reconvertit, ou qui s'est reconvertie. Du coup, moi, j'avais pas particulièrement de stress, j'avais pas particulièrement d'enjeux. Mon seul truc, c'était effectivement au niveau santé mentale, c'était borderline parce que je sortais d'un burn-out. Donc je sors de ça, je fais mon bootcamp, donc ma formation en accéléré, 5 mois. À l'issue de celle-ci, un matin je me réveille et je me dis bon, je vais continuer les études. Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, je continue mes études en alternance. Je fais un post sur LinkedIn, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est plutôt pratique ce truc. Et du coup, je trouve une première expérience qui a l'air hyper cool. Les enjeux produits, la logique métier, tout a l'air bien. Et du coup, il se passe des trucs qui font que je reste pas. Aujourd'hui, on va rester sur un seul élément par rapport à cette première expérience professionnelle, un élément qui est en fait révélateur. Ce premier élément, c'est coder le premier jour. Moi, j'ai codé le premier jour, première expérience professionnelle. Wouhou, c'est la fête, les pompons, les cotillons. Moi, j'étais trop refaite, je me la suis pétée direct en rentrant chez moi. J'ai codé mes premières lignes de code sur mon projet aujourd'hui alors que je viens d'arriver. Tu parles. Coder le premier jour, c'est révélateur de plein de problématiques. Déjà, j'ai codé le premier jour, ça veut dire qu'il y a quand même un petit problème d'organisation, qu'on ne me montre pas les différents métiers. C'était dans le secteur de la retraite. Le but, c'était de créer un logiciel qui calcule vos retraites. On est en France. Je n'ai même pas besoin de faire de blagues, là. On est en France, une 60aine de caisses de retraite, des différents calculs en fonction des taux, en fonction de machin. J'ai pas eu de formation métier. C'est drôle, Il n'y avait pas de communication également avec les différents métiers. Je ne savais pas avec qui je travaillais en réalité. Je ne savais pas quels étaient réellement les rôles, les impacts des personnes qui partageaient les bureaux avec lesquels j'étais. Normal que j'ai codé le premier jour si on ne prend pas le temps de me présenter ces personnes-là. Mon responsable projet, il n'était pas disponible, il n'avait pas le temps, en fait. Il n'avait pas le temps pour moi, mais littéralement, il n'avait pas le temps. Genre, il pouvait faire tous les efforts du monde, il n'avait pas le temps. Ou alors, il bossait non pas de 9h à 20h, mais de 9h à minuit, quoi. Donc, on va pas lui en vouloir malgré tout, vie de famille, tout ça. Tu vas peut-être pas bosser de 9h à minuit pour l'alternante qui vient d'arriver. Également, le fait de coder le premier jour, c'est que j'avais pas de lecture, quoi. La doc projet, elle n'était pas là. Doc projet, doc code,
de la documentation, il y a suffisamment de conférences pour dire à quel point c'est essentiel, pour qu'on se dise que c'est essentiel un petit peu, quoi. Du coup, moi, avec tout ça, j'étais en alternance. Alternance, si t'as pas d'entreprise, t'as pas d'école. Du coup, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit, bon, bah salut, hein. En fait, ça m'intéresse pas du tout, votre histoire. Je préfère partir, me retrouver sans rien, c'est pas grave. Je vais monter en compétences de mon côté. Et tout simplement, il y avait trop de choses qui allaient pas dans ce que je voulais, qui allaient pas dans ce qu'on m'avait promis par rapport à ce qui m'intéressait sur le produit, sur l'enjeu métier, etc. Donc j'ai dit salut. J'ai dit salut. J'ai dit salut, et vlati pas que je me retrouve à The Tribe. Exactement le lendemain de la fin de mon contrat. LinkedIn, ça sert. The Tribe, c'est une entreprise. Mon speech, il n'est pas très au point là-dessus, parce qu'on est vraiment entre une agence web, une ESN, on est un peu free, quoi, vous voyez. Et c'est une entreprise qui a été créée de base, déjà avec comme toutes les nouvelles ESN qui ne sont pas des ESN, avec vraiment l'envie de se différencier. Donc nous, on se différencie sur la vision produit, avec vraiment le but d'aller aider les personnes qui entreprennent, et avec notre cœur de cible qui est l'entrepreneuriat. Par facilité, les cofondateurs n'ont recruté que les profils qu'ils connaissaient, c'est-à-dire des gens qui sortaient de Centrale Nantes. On a eu des petites exceptions avec d'autres écoles d'ingénieurs, ça restait des écoles d'ingénieurs. Bon, ça fait 6 ans, c'était il y a 6 ans, ils ont fait le plus simple avec ce qu'ils connaissaient. On se mouille pas, quoi. Ils se sont rendus compte quand même, ça fait un petit bout de temps qu'on recrute que les mêmes genres de personnes, que les mêmes profils, si on changeait un petit peu. Et ils ont changé, ils ont donné sa chance en fait à un développeur du coup qui sortait d'un bootcamp. Et la boîte a juste pris sa claque en mode waouh, il est trop fort. Waouh, il est trop fort. Waouh, faut qu'on continue en fait de recruter des reconvertis. Et du coup, ils ont continué. Ils ont continué pourquoi? Parce que quand vous avez des personnes avec des parcours différents, la reconversion, ce n'est pas juste des écoles différentes. La reconversion, ce sont des parcours professionnels différents, en plus du vécu, bien sûr. Mais quand vous avez une équipe, je vais parler de la mienne, constituée d'un ancien formateur, d'une ancienne aide-soignante, d'un ancien cheminot, d'une ancienne esthéticienne et d'un ingé, il en reste un petit peu quand même, on les a pas trop... Vous avez vraiment une vision 100% sur le produit, avec une bonne compréhension, avec des équipes qui sont complètement mélangées. On répond davantage mieux à notre clientèle, en fait. On répond mieux, on cerne plus les problèmes, on comprend mieux les enjeux. Et en général, les reconvertis, ce qui se passe, c'est que comme on a investi de l'argent, on a investi du temps, on a investi de dire pendant 6 mois à notre famille non, mais je ne peux pas ce soir m'occuper de ça, non, mais je ne peux pas faire ça, non, mais je ne peux pas faire ça. Parfois, votre vie sociale, vous l'avez mis de côté aussi. Du coup, le premier boulot, on va tout donner parce qu'en fait, on va avoir trop peur d'avoir fait tous ces sacrifices pour rien du tout, quoi. Imaginez un petit peu l'angoisse. On a toujours les enjeux qu'on a dit avant. On a toujours ce stress qu'il faut tout donner. Du coup, moi, là-dedans, qu'est-ce que j'ai vécu quand je suis arrivée à The Tribe? Alors déjà, je n'ai pas codé le premier jour. Pas du tout. Il a fallu au moins 2 semaines. Ensuite, à The Tribe, il y a un truc classique, peu importe les métiers, que vous soyez dev, que vous soyez sales, que vous soyez PM, PM c'est Project Manager, peu importe les métiers, en fait, il va se passer un truc, c'est qu'on va ritualiser votre arrivée. On va dire, ok, tu viens d'arriver. Alors déjà, pour commencer, on va te donner toutes les infos chiantes, administratives. Comment tu fais pour recevoir ta fiche de paye, comment tu fais pour avoir tes tickets resto, vous savez, des trucs très cool là. Ensuite, on va vous présenter tous les métiers avec lesquels on travaille. Moi, par exemple, j'étais issue de la reconversion. Quand on m'a dit tu vas rencontrer l'équipe des designers et des designeuses, j'étais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Un designer et une designeuse ne font pas que des maquettes, ils font plein d'autres trucs. Si vous ne le saviez pas, mais je pense que, j'espère, pour eux, vous le savez.
Et du coup, c'est hyper important parce que vous comprenez, en fait, pourquoi les équipes, il y a plein de métiers dedans. Et quand vous sortez de la reconversion, vous n'êtes pas du milieu de la tech, bah forcément, vous ne connaissez pas tout. Donc ça nous fait un bon récap. Ensuite, il y a un truc, c'est qu'on est à peu près, donc à Nantes, on est une 60aine, donc ça fait plein de petites équipes. Et puis après, il y a un truc qui est aussi long que niveau caféine, ça commence à faire beaucoup. C'est que vous avez un café avec toutes les équipes pour voir tout le monde. Vous voyez les têtes de tout le monde, vous vous souvenez d'absolument personne à la fin, mais le but, c'est vraiment de raconter votre vie, ou pas, ou un petit peu, et de voir tout le monde, de vous intégrer. Surtout que nous, il y a du full remote, il y a du pas remote du tout, il y a moi qui suis à 20 minutes du taf et qui ai la flemme de venir, donc je suis en semi-full remote, sauf pour les apéros. Du coup, il faut que vous rencontriez tout le monde. Et ça, peu importe votre métier, peu importe d'où vous venez, comme ça pour tout le monde. Ensuite, vous rencontrez les cofondateurs, ou un, en fonction de leur disponibilité, pour qu'ils vous fassent leur pitch de c'est quoi les valeurs, pourquoi est-ce qu'on a construit la boîte. Et avec, moi, ce qui m'a marqué vraiment quand je suis arrivée à cette rencontre, c'est un des cofondateurs, du coup, qui nous a dit, donc à le petit groupe qu'on venait d'arriver, c'est pas parce que vous venez d'arriver en fait, que vous n'avez pas votre mot à dire sur ce qui ne va pas. Si vous voyez un truc qui ne va pas, vous nous le dites direct. Genre, Canal, il n'y a pas, on passe par N+3, N+1, machin, direct. Il y a un système de marrainage et de parrainage également. C'est d'avoir vraiment une personne qui soit votre référent ou votre référente quand vous avez un souci, une question, vous n'êtes pas sûr, que vous n'osez pas aller voir une personne pour demander une avance, par exemple, quand vous avez une inquiétude par rapport à un sujet X ou Y, vous avez une personne qui est votre référent ou votre référente. Et au bout de 6 semaines de votre arrivée, environ, donc ça dépend toujours des disponibilités, tout ça, vous avez ce qu'on appelle un rapport d'étonnement. C'est en gros, écoute, ça fait 6 semaines que tu es arrivé, qu'est-ce que tu as à me dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été douloureux, enfin, un truc classique, agilité, feedback, tout ça. Et du coup, donc moi j'ai eu le titre de meilleure marraine de la part de mon filleul, je suis obligée de le montrer parce que bon, hein. Et du coup, ça c'est quelque chose, dès que je me suis sentie assez intégrée dans l'entreprise, que j'avais l'impression de connaître assez, tout de suite j'ai voulu le rendre. Alors du coup, mon filleul, c'est un gars qui est hyper fort et tout, qui sort pas la reconversion, qui est juste dans le dev depuis très longtemps. Mais malgré tout, le lien que vous avez avec ces personnes-là, c'est toujours un chouille plus que collègue, quoi. C'est toujours, vous êtes la personne qui est référente et vous êtes là. Ça, c'était pour tout le monde. Maintenant, quand on est reconverti, qu'est-ce qui se passe? Quand on est junior, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en vrai, c'est un peu un truc des deux. Notre ancien CTO, Aurel, c'est un reconverti aussi. Alors du coup, l'ancien reconverti, mais quand il borde son gosse, il lit des trucs sur le dev, machin, c'est assez plus que passionné. Et du coup, il est très très fort et c'est comme ça qu'il arrive, CTO. Donc lui, il a dit, moi je suis grave chaud pour qu'on recrute des reconvertis. Par contre, on ne va pas les recruter et les mettre en galère comme ça sur un projet client, ça ne sert à rien. Il faut qu'on fasse les choses bien. Du coup, il nous a fait un petit sandbox. Donc c'est un repo GitHub sur lequel vous avez tout simplement de la documentation. Donc moi, par exemple, je sortais d'un bootcamp. Donc ok, une première expérience où il n'y avait pas des trucs de fou. Et je me retrouve dans une entreprise où la première doc qu'elle me fait lire, c'est de l'architecture hexagonale. C'est de la lecture sur comment faire des tests. C'est de la lecture sur plein de technos que je ne connais pas. Parce que moi, je faisais du PHP. Je fais donc ce sandbox en TypeScript. Alors déjà, d'un non typé, d'un écosystème PHP. Donc là, peut-être que c'est vous qui allez... Mais sinon, c'est au JavaScript que moi, j'ai eu du mal un petit peu. Donc ça, on a le temps. On a le temps. C'est pas en une journée qu'on fait tout ça, c'est 2 semaines, hein, minimum. Tranquille. T'apprends tout ça. Donc tu as ce repo qui est accessible, tu vas travailler, tu vas faire des petits tests, tu vas essayer de réussir le machin. Si tu comprends pas, tu as les explications qui sont vraiment faites pas à pas. Et le truc qui va faire la différence malgré tout, c'est que tu n'es pas seul derrière ton écran. Enfin, sauf si tu n'es pas en full remote, mais tu as ton ou ta mentor qui va être disponible en priorité pour toi. C'est-à-dire que la personne, elle est là pour toi.
Il y a également du pair programming. Donc moi, personnellement, j'avais eu du pair programming, je crois que c'était 1h30, 2 heures par jour, du coup, avec notre ancien CTO, donc avec Aurel. Et pareil, quand j'étais bloquée, je ne comprenais pas, le but, c'était, regarde, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, machin, tout ça, tranquillement, quoi. Genre, c'est pas grave, on apprend, pas de pression, no stress, on est là, c'est un moment de formation, en fait. Et pareil, c'est du temps qui est priorisé, donc pas pour moi, parce que moi je viens d'arriver, je ne suis pas là pour produire et être véloce et tout. C'est du temps qui est priorisé du côté de la personne qui se porte mentor. Ça veut dire que dans l'emploi du temps, c'est bloqué. Si vous êtes dérangé par quelqu'un qui veut une réunion ASAP, machin, c'est mort en fait. C'est bloqué sur l'agenda, je ne suis pas dispo. Ça va faire la différence parce que vous, quand vous venez d'arriver, que vous êtes junior, que vous avez plein de questions, que vous ne comprenez rien à ce qui se passe, que vous voyez flou, vous n'avez pas l'impression de déranger en fait. Vu que le temps, il est là pour. Et à partir de là, vous êtes beaucoup moins gêné de poser des questions, beaucoup plus à l'aise aussi de poser vos inquiétudes. Et tout ça, ça va vous déstresser par rapport à tous les enjeux auxquels vous pensez, par rapport à tous les problèmes à gérer, machin. Du coup, entre ma première expérience où j'ai codé le premier jour parce qu'il n'y avait pas de documentation, que la logique métier m'était complètement floue. Flou. De toute façon, je pense que même quand tu commences à te renseigner sur les retraites, c'est toujours flou en vrai, mais disons que c'était compliqué, quoi. Entre ça, le fait que j'avais pas de documentation technique sur le projet, que je devais me débrouiller, lire, tout ça, et la deuxième expérience où vraiment j'ai été accompagnée, où il y avait du temps pour, où il y avait les outils pour, où il y avait les personnes disponibles. J'avais donc mon mentor, l'ancien CTO, il y avait mon parrain au cas où, genre toujours dans le coin si jamais. J'apprenais plein de trucs aussi. On est quand même passé de le pogo tout triste à très peu d'ambiance. Je suis métalleuse, donc les rêves métal. Un super pogo bien ambiancé avec plein de gens dedans, quoi. Genre moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je suis passée d'une expérience où j'essaye de m'ambiancer, je suis contente, mais en vrai, il y a mieux. Genre un truc de fou, là. Donc après, truc de fou, ça dépend si vous pétez le genou et que vous n'êtes même pas dans le pit, mais bref. Du coup, voilà. Au final, le fait qu'il y ait eu un rituel posé, dans lequel on a juste rajouté une petite partie, c'est pas hyper cher en temps, c'est pas hyper coûteux en organisation, parce que vous avez déjà l'habitude d'organiser des choses, de mettre en place des rituels, parrainage, marrainage, tout le monde le fait. C'est pas parce que c'est une personne qui se reconvertit qu'on le met, c'est déjà de base ça. Après, il y a des petits trucs en plus, il y a une petite option pour les reconvertis. Du coup, pour que vous puissiez bien onboarder une personne reconvertie, particulièrement quand c'est une personne qui est junior et qui sort d'un bootcamp ou d'une formation courte. Déjà, essayez d'avoir de l'empathie pour cette personne-là, de comprendre quel a été son parcours, quels sont ses facteurs de stress, qu'est-ce qui potentiellement pourrait l'empêcher aussi de monter en compétence tranquillement, d'être sereine. Et de l'empathie pour ça. Soyez à l'écoute de ses attentes sur la montée en compétences réelle, pour de vrai, hein, parce que quand on vous promet des trucs et qu'on ne les a pas, on s'en va. Même quand on est en alternance et que si on s'en va, on n'a pas d'école. Soyez vraiment à l'écoute de ça. Respectez les engagements qui sont tenus pendant les entretiens. Moi, ça, avec tout le monde, hein. Reconverti ou pas, s'il vous plaît. Ensuite, l'ensemble du parcours professionnel, vous ne devez pas l'oublier. Le fait que j'ai travaillé avec de la clientèle en call center, du coup, avec tout le temps du conflit, donc certes, c'est pas du conflit insulte tout le temps, et heureusement, j'aurais tapé mon burn-out plus tôt sinon, mais c'est des choses qui m'aident aujourd'hui quand je suis en relation directe avec ma clientèle. Parce qu'à The Tribe, on est directement en contact avec notre clientèle. Donc ça, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui ne va pas s'enlever. Le fait d'être disponible pour accompagner la personne que vous recrutez, ça, c'est un petit peu essentiel à la réussite du recrutement. Si vous ne faites pas ça, il y a très peu de chances
très peu de chances que ça se passe bien. Que ce soit de votre côté, que ce soit au niveau de l'intégration de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'intégration sur les compétences techniques, que ce soit au niveau de la compréhension même métier, comment ça se passe, tout. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui soit disponible quand vous recrutez une personne reconvertie. Après, la base quand même, c'est que vous ayez envie de recruter une personne reconvertie. Si vous forcez et que vous êtes un petit peu à reculons, « Ah non, moi j'ai trop l'habitude des écoles d'ingé, je veux pas autre chose. Oh, bon, j'ai vu la conférencière, elle a dit qu'il fallait... » Ça risque d'être chaotique un petit peu. Ayez envie de recruter une personne reconvertie, ayez envie de rencontrer une richesse de parcours, ayez envie d'apporter de la nouveauté dans vos réflexions, dans vos équipes, ayez envie d'avoir quelqu'un qui soit junior. Quelqu'un qui soit junior, donc certes, ça coûte en temps, ça coûte en formation, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un senior potentiellement qui soit un peu moins dispo sur le projet, mais vous allez gagner en question, vous allez gagner sur les US qui sont à préciser aussi, ce genre de choses. Vous allez gagner sur des petits détails comme ça, et ce sont ces détails-là qui vont faire la différence. Donc ayez envie de recruter une personne reconvertie, en priorité quand même. Du coup, moi, les objectifs de cette conférence, c'était quand même de vous donner un petit peu mon parcours, potentiellement de vous donner des pistes d'amélioration sur vos process dans vos onboarding, reconvertis ou pas. Donc alors, peut-être que les personnes reconverties vont un petit peu, grâce à ça, dominer la tech. Et peut-être que les personnes, du coup, qui ont levé la main, qui s'occupent du recrutement, vont changer d'avis sur un CV de reconverti et l'appeler. Peut-être? Non. C'est toi que je regarde. Du coup, voilà. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa quand même sur mon retour d'expérience avec mes blagues imprévues. Vous pouvez me suivre si vous êtes chaud sur LinkedIn. J'ai tendance à faire des mèmes pour insulter les gens qui disent n'importe quoi. Vous pouvez plus sérieusement suivre ce que l'entreprise où je suis, donc The Tribe, vous pouvez les suivre, voir ce qu'on fait. On organise des meet-up, tout ça, particulièrement à Nantes. On sera au Web Today. Et si vous avez quelques questions, je peux prendre une ou deux questions, peut-être maximum. Merci à vous pour votre écoute. Il y a une petite... Dis-moi, oui. Ouais, peut-être que je répète la question. La question, c'était est-ce qu'il ne faut pas un onboarding de la sorte, même quand on récupère un projet qui est déjà en place? Je pense que oui, c'est essentiel. Même pas projet, c'est-à-dire vraiment, il y a un truc de base, et le projet, c'est... Parce que là, par exemple, tu vois, je viens d'en rejoindre un, qui est là depuis plus d'1 an, sachant qu'à la base, c'était une reprise de Legacy. Donc, et ça fait 1 mois, tu vois, que je l'ai rejoint, donc en alternance. Donc des demi-semaines. J'ai encore énormément de mal à être à l'aise dessus. Et heureusement que le temps d'onboarding sur le projet est là, parce que du coup, j'ai pas de stress, malgré le fait que ça fait 1 an et demi que quasiment 1 an et demi que je suis dans l'entreprise. J'ai moins de pression que s'il fallait que je sois véloce, etc. Parce que les projets, comme tu dis, c'est essentiel. Et même, je pense que même avec de la seniorité, tu as besoin toujours de... Voilà, attends, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis en fonction de l'état du code aussi, s'il est très vieux et qu'il n'y a pas de bonne... chose dessus, on va dire. Je pense que ça doit être quand même compliqué si c'est pas ton cœur de métier de faire du legacy, quoi. Donc à mettre en place tout le temps. Ouais. Alors la question c'est si les parrains marraines, je les ai vus au niveau de l'entreprise, au niveau projet. C'est au niveau entreprise. Au niveau entreprise locale, parce que The Tribe, on a The Tribe Paris, Lille, tout ça, donc c'est vraiment The Tribe local, donc The Tribe Nantes. Et pour le coup, c'est vraiment entreprise globale, parce que déjà, nos équipes dans lesquelles on est intégré, ce ne sont pas des équipes projet. Donc par rapport à notre fonctionnement, déjà de base, les équipes projet, ce sont des équipes différentes que les équipes stables, on appelle ça comme ça. Donc déjà, de base, on ne fonctionne pas avec Team Projet. Je pense que ça, tu vois, ça doit changer peut-être en fonction des entreprises. Parce que si tu fonctionnes par team projet ou team feature ou team et que c'est tout le temps comme ça, peut-être que c'est plus pertinent
d'avoir quelqu'un dans le même cercle que toi. Mais si l'entreprise ne fonctionne pas comme ça, c'est peut-être pas nécessaire. Donc ça doit vraiment dépendre. J'ai commencé mon premier projet vraiment au bout de 2 semaines de sur le sandbox, là. Et sachant que mon cas est encore un peu plus particulier, parce qu'à la base, bon, je te fais pas tout le topo, mais voilà. Et du coup, j'étais sur un projet de base où j'étais toute seule avec le CTO ensuite, en plus donc après le sandbox. Donc j'ai quand même beaucoup d'accompagnement pendant très 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 longtemps parce qu'il y avait il y avait la possibilité, le projet sur lequel j'étais toute seule avec mon ancien CTO du coup. Dernière. Bah dans mon cas, moi, c'est avec mon burn-out, j'ai fait un bilan de compétences. Bilan de compétences, je suis arrivée, j'ai dit à la personne que j'étais complètement paumée, parce que c'était le cas, j'étais complètement paumée. Tout m'intéresse, que ce soit dans le juridique, le médical, machin. Du coup, je suis arrivée, je lui ai dit, écoutez, moi, tout ça m'intéresse. Elle m'a dit, alors, on va se détendre, on va choisir, on va faire le point ensemble. Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu fais, machin. Et de fil en aiguille, en cherchant quelles étaient mes valeurs dans ce que je cherche dans le travail, dans comment je veux travailler, mes conditions de travail aussi, parce que j'ai fait des métiers physiques, j'en avais j'en avais plus envie. Ça, plus ça, plus ça, plus ça. Le fait que j'aime bien apprendre des trucs, que je peux changer aussi de secteur professionnel, parce que là, par exemple, je suis plus dans un truc entrepreneuriat, mais si demain je veux travailler dans un autre secteur, bah, je peux, tu vois, donc je peux bouger. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le développement et à me reconvertir. Voilà. Bah, c'est au niveau du temps, si tu peux après, on se voit. Merci beaucoup tout le monde.